Bonjour Arij Al-Husseini, merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, Vous êtes Chief Bonjour. Operating Officer de deux sociétés, de DigiArm et de Pearlmine. J'espère que je n'ai pas écorché les noms. Est-ce que vous pouvez, à part ce titre, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre parcours et qui vous êtes? Très bien. D'abord, je te remercie Sébastien pour cette invitation. Je suis honorée, comme à chaque fois, pour assister à tes meet-ups ou à tes one-to-one. C'est toujours un plaisir. Si je devrais me présenter, je suis déjà Elish Hosseini, directrice des opérations de Pearlmine et Digital. J'ai 15 ans d'expérience dans la gestion de projets IT et digital marketing sur le marché européen, avec une expertise prouvée dans le conseil en transformation digitale et la conduite de changement. Je suis également manager de talent depuis plus de 13 ans. J'ai créé, développé et piloté plusieurs départements et filiales de sociétés françaises en Tunisie. En quelque sorte, j'ai contribué, même à petite échelle, à créer de la valeur pour les compétences digitales en Tunisie. Et depuis 5 ans, je me suis spécialisée dans la création et la direction de projets IT tels que les ERP, les marketplaces, les LMS et tout ce qui est application autour de l'intelligence artificielle. Je suis quelqu'un de passionné, j'adore mon travail et je ne fais pas les choses à moitié. Et de point de vue humain, je suis quelqu'un qui apporte beaucoup de considération aux valeurs humaines auprès de mes équipes, telles que la transparence, l'équité et surtout l'humilité. Donc, c'est ce qui résume un petit peu mon parcours. Ok, donc au cœur de l'IT, le pied entre la Tunisie et l'Europe, quoi, c'est ça. Exactement, tout à fait. Et, en fait, c'est en quelque sorte, c'est comme si on développait les produits directement en France, mais depuis la Tunisie, bien entendu, avec des déplacements fréquents, parce que j'ai des équipes à Paris, j'ai des équipes à Tunis et des équipes au Cambodge. Ah, au Cambodge aussi, d'accord. Oui, au Cambodge aussi. Alors, est-ce que maintenant tu pourrais nous présenter un peu les sociétés que tu manages et ce qu'elles font, et puis, en grande ligne, hein, parce que c'est Ouais, peut-être un peu technique, mais ouais. pour savoir un peu ce que vous faites, à part juste l'IT, quel est votre travail? Très bien. Alors, je gère les opérations au quotidien sur Digitarm et Pearlmine. Si je devrais présenter Pearlmine, c'est un éditeur de solutions qui est une société qui a été fondée depuis 2009. Elle est basée à Paris. En quelque sorte, avec Pearlmine, on conçoit des solutions intelligentes dans le domaine du call center et du field operation management, c'est-à-dire dans la gestion des opérations sur terrain. On conçoit des solutions pour l'apprentissage en ligne pour des professionnels, des applications web et mobiles pour la gestion de conduite d'activité dans la planification et des suivis des opérations sur terrain, ainsi que des solutions de speech to text et de tout ce qui est quality monitoring pour les call centers. Donc, ces solutions sont développées en SaaS, c'est-à-dire ils sont déjà utilisés au sein du groupe, mais on les vend également pour nos clients et nos partenaires qui sont dans le domaine de la télécommunication principalement et du call center. Donc, en fait, c'est Euh, des sociétés qui sont filles du groupe Humanlink, c'est ça? exactement, Ok, d'où exactement. Par email, la maîtrise de l'environnement call center. c'est ça. Exactement, d'où la maîtrise de l'environnement call center. En quelque sorte, le volet métier qui est vraiment supporté par le groupe a permis à Pearlmine, qui elle fait partie du groupe, mais sous une casquette d'éditeur de solutions, de puiser dans toute cette expertise métier pour pouvoir développer des solutions euh,
axés sur, qui ont réellement de la valeur dans ce domaine-là. Et donc, c'est réellement une valeur ajoutée dans le domaine de la télécommunication, parce qu'on fait aussi de la télécommunication, on gère la conduite d'activité pour des grands groupes de telco en France. Et d'un autre côté, tout le métier du call center et la relation client. Ok, donc ça c'est Pearlmine Oui. et Et Digita. oui. Voilà. Et Digital, en fait, elle vient compléter l'activité de Pearlmine parce que c'est la Digital Factory du groupe. Donc, c'est principalement une équipe produit de passionnés, responsables du développement des solutions de Pearlmine et des consultants. D'un autre côté, c'est la partie ESN, donc SS2I, et des consultants qui sont de haut niveau, qui travaillent pour les comptes de gros comptes, pour le compte de groupes français. Donc, c'est à la fois, donc on est une équipe de développeurs, de product owners, de quality testers, de designers UX, également, on a des équipes de DevOps, donc qui font en sorte que ce soit les produits de Pearlmine sont bien développés et également nos projets clients. Voilà. Donc Pearlmine vend et Digital fabrique et déploie. Elle produit, exactement, c'est ça. Ok. Et pourquoi avoir fait deux sociétés différentes? Parce qu'en fait, on voulait garder quand même l'aspect éditeur de solutions qui est plus responsable dans la commercialisation, dans la conception des produits. Et le pôle développement, en fait, il est toujours axé sur la production de l'intelligence. Parce que quand on a un pôle de développement, certainement on puise de l'expérience des produits pour pouvoir apporter une valeur ajoutée pour nos clients dans le développement du projet. Donc, on a vu que c'est deux choses qui se complètent. C'est pour cette raison qu'on a dissocié la structure Pearlmine de Digital. Ok, donc bon, j'imagine que ce sont des secteurs qui sont en pleine croissance. Tout à fait. Qu'est-ce que vous recherchez comme profil actuellement pour renforcer vos équipes? Quel type de candidats vous intéresse? On arrive au cœur du débat. Oui, en fait. Aujourd'hui, en fait, on a plusieurs profils, on cherche plusieurs profils, plusieurs talents principalement, des leads Java, des product owners. Je pense que les plus connaisseurs peuvent comprendre un petit peu ces métiers-là, des ingénieurs de QA Automation, des développeurs Java confirmés aussi, et des seniors et des ingénieurs DevOps. Alors, une question que tous les Tunisiens se posent, est-ce que vous avez des opportunités en France? Oui, en fait, aujourd'hui, de toute façon, les collaborateurs, ils sont principalement basés à Tunis, mais également, on a des développeurs qui sont à Paris. Il y a aujourd'hui, situation Covid, forcément, on a mis toutes les missions en stand-by pour l'instant. Donc, nos équipes travaillent, même qui travaillent en tant que consultants pour des comptes français, ils travaillent en remote à cause du Covid. Mais une fois la situation devient plus stable, forcément, il y a des missions assez fréquentes entre Tunis et Paris. Ne serait-ce que pour qu'il y ait un échange entre les deux équipes. Et avec le Cambodge, il y a des échanges aussi Oui, tout à fait. Aujourd'hui, en fait, on a créé un système qui nous permet que sur un projet ou sur le développement d'un produit, les équipes parisiennes à Tunis et à Phnom Penh, la capitale de Cambodge, ils travaillent en toute synchronisation. Et ce qui nous permet également de travailler sur un créneau 16 heures sur 24, et c'est une valeur ajoutée pour nos clients. Donc, il y a des équipes qui travaillent 16 heures par jour sans payer des heures supplémentaires.
Donc ce qui est Ça fait une plage d'ouverture qui est très grande. Exactement. Et surtout sur le volet TMA, SLA, quand on a des équipes qui travaillent très tôt le matin, bah, c'est l'équipe cambodgienne qui prend le relais. Et puis par la suite, les équipes parisiennes et tunisiennes qui peuvent par la suite, bien sûr, continuer le travail. Ok. Alors là ces gens-là, c'est essentiellement des ingénieurs ou des techniciens supérieurs, c'est ça le type de diplôme? Ou vous prenez aussi Principalement, c'est des ingénieurs. Alors, Okay. on a aussi beaucoup de sujets PFE, donc des sujets autour de l'intelligence artificielle, du développement en Java, du développement en Python. Donc, on a un livret que nous avons communiqué sur la page LinkedIn de Digitarm. Les plus intéressés peuvent le consulter. Pour les profils qui sont plutôt des collaborateurs en CDI, seront sous contrat CDI, et surtout, en fait, principalement, on cherche des ingénieurs, mais avant tout, des talents. Donc, que ce soit un ingénieur et technicien supérieur, ça ne fait pas la différence pour moi. Le plus important, que la personne soit smart, que soit à soif d'apprendre, qui est pleine de bonne volonté. Et d'ailleurs, c'est l'un des principaux qualités qu'on cherche chez un candidat pour un poste chez Digitarm. Globalement, sur l'année, vous prévoyez combien de recrutements et combien de PFE? Pas au centimètre près, mais en volume. Voilà. Ouais, on a lancé 5 sujets PFE actuellement. Et notre projection pour l'année, c'est plus de 20 collaborateurs sur Tunis. Bien sûr, il y a une projection aussi pour Paris et Cambodge. Ok, donc une vingtaine en Tunisie, plus encore à peu près autant en France et en Cambodge. Oui. Okay. Alors, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à un candidat qui voudrait postuler chez vous? Comment il doit faire pour que son dossier il arrive au-dessus de la pile qui est sur votre bureau là? Alors, au-delà d'un CV, ce qu'on cherche, c'est plutôt un profil. Donc, quand nous avons un candidat en face de nous, on sait s'il va être un Digitarm ou pas. Personnellement, je cherche à rencontrer en ce candidat des éléments qui font écho à nos valeurs fondatrices, qui sont l'excellence, la volonté de s'améliorer, la soif d'apprendre, la passion du digital, bien entendu, et du travail bien fait, et surtout l'humilité. C'est très important car nous n'avons pas envie de travailler avec des stars. Certainement, même si celle-ci incarne Elon Musk en personne. Et surtout, en fait, le résultat du compte, c'est que l'objectif de tout ça, c'est d'autant plus palpable quand je regarde mes équipes, c'est que tous les Digitarm travaillent en totale harmonie car ils partagent les mêmes valeurs, ou ils ont des valeurs communes en tout cas, ils sont axés résultats, performance. Même si je ne suis pas derrière leur dos, j'essaie toujours en fait de les responsabiliser et surtout en fait de pouvoir les tirer vers le haut. Eux-mêmes, ils me tirent vers le haut parce qu'ils me challengent. C'est quand même des personnages et des personnalités bien trempées. Et c'est ce qui permet aussi d'avoir une équipe produit de valeur, parce que quand on développe, quand on est éditeur de solutions, on a besoin de personnes qui sont force de proposition, qui ont la volonté d'aller plus loin et qui sont toujours dans la critique constructive. Ça, c'est quand ils arrivent devant vous, qu'ils arrivent à vous parler. Mais pour arriver à vous rencontrer, il faut faire quoi?
Il faut, c'est Euh, quoi les trucs qu'il faut pour déjà passer le premier filtre? Parce que je suppose que ceux qui arrivent déjà à faire un entretien avec vous, c'est déjà qu'ils ont été présélectionnés. ouais. Ils doivent déjà séduire Maya Ousleti, qui est mon HR BP, et que je la salue et que je la félicite pour tout le travail qu'elle fait au quotidien, parce que elle a quand même une dizaine de recrutements en même temps et elle devrait s'en sortir avec tous les entretiens qu'elle fait. Donc d'abord, ils doivent séduire Maya avec un CV très bien construit, très bien constitué, très organisé, en indiquant explicitement les projets sur lesquels ils ont bossé, les technologies utilisées. Bien entendu, s'ils ont des références ou s'ils ont des références par rapport à leurs anciens employeurs, certainement c'est une plus-value non négligeable. Avant de passer en entretien avec moi, forcément, ils doivent passer un entretien avec Maya, un entretien RH, où ils doivent se présenter, ils doivent avoir maîtrisé la langue française et la langue anglaise. Et voilà, donc grosso modo, c'est ça en fait. Vous faites des entretiens préalables en visio ou c'est directement téléphone après rencontre physique? En fait, dans notre processus de recrutement, bien entendu, il y a la sélection, il y a une shortlist de CV qui se base en fonction du job description annoncé, suite à quoi il y a un entretien RH téléphonique, un entretien téléphonique RH. Après, il y a un test technique qui se fait à distance. Et puis un entretien physique, bien entendu hors période de pandémie, sinon un entretien par Teams. Et je ne vous cache pas, il y en a 60% de mes collaborateurs actuellement que je les ai recrutés via Teams et ils n'étaient pas présents. Vous Je les les ai avez jamais vus rencontrés. depuis, c'est ça? Voilà, exactement. En fait, je les ai vus que quand ils ont démarré réellement. C'était début janvier 2021. Donc, Quoi. vous savez comment ils sont là, mais en dessous, vous ne savez pas. Voilà, exactement. Donc, C'est je la m'attends à surprise. des surprises. Exactement. Quand ils vont revenir après le Covid, ça va être une Ouais, surprise. ouais, ouais. OK. Mais c'est une bonne chose, ça nous permet d'être beaucoup plus flexible, d'accélérer un petit peu le processus de recrutement, parce que certainement les candidats seront plus disponibles sur Teams plutôt que se déplacer et se taper probablement un trajet. Donc, il ne faut pas nier, le Covid a transformé notre mindset, notre façon de penser, notre façon de travailler, et il y a des avantages dans tout ça. Et vous imaginez, par exemple, avoir des collaborateurs après, hein, quand ça va être stabilisé, qui sont à Tozeur ou à Sfax, par exemple, qui ne sont pas à Tunis. Vous imaginez continuer comme ça de fonctionner? Ça vous paraît Oui, probable? oui, totalement, totalement. Bien entendu, aujourd'hui, ce que nous avons essayé de mettre en place depuis, bien entendu, la période de pandémie, c'est de pouvoir travailler en remote. On a déjà, en fait, au sein du groupe, on a quand même switché 100% des collaborateurs du call center, plus de 900 personnes qui étaient tous en remote, pendant la période de pandémie. Aujourd'hui, chez Human Link Group, donc dans le domaine de la conduite d'activité, 50% des effectifs travaillent actuellement en remote. Donc, on est plutôt agile même dans nos process au niveau du call center. On l'est d'autant plus, agilité oblige sur le métier de l'IT. Donc, on switch facilement entre le travail en site ou sur du remote. Et actuellement, depuis maintenant début de semaine, tous les collaborateurs travaillent de chez eux. Donc, on a
cette flexibilité. Bien entendu, tous les outils de travail, notre méthodologie, les réunions quotidiennes qu'on maintient, les réunions quotidiennes de suivi de projet nous permettent également de pouvoir travailler de n'importe quel emplacement. Voilà. Ça, c'est une vraie, pour moi, c'est une vraie avancée pour le travail en Tunisie, parce qu'il y avait quand même des régions qui étaient un peu éloignées des centres d'activité et les gens qui ne voulaient pas quitter ces régions-là avaient des trajectoires de carrière qui étaient forcément limitées, quoi. En ouvrant la porte comme ça, je pense que c'est important pour plusieurs personnes qui sont attachées à leur terre et qui ont envie quand même, qui sont compétents et qui ont envie d'avancer. Certainement, surtout dans le domaine de l'IT et digital principalement. Au niveau de la Tunisie, on recense trois grands pôles en fait. Tunis, bien entendu, la capitale, Sousse et Sfax. Donc, c'est vraiment les trois régions où on a une grande concentration du métier de l'IT digital. Sauf que les autres régions du pays sont un petit peu défavorisées du fait que pour pouvoir trouver facilement un emploi dans le domaine de l'IT digital, il faut se déplacer dans ces trois régions-là. Je pense que avec la mise en place des process de travailler en remote, cela permet à certains profils de rester chez eux, d'avoir un salaire compétitif et surtout d'avoir une certaine flexibilité. Parce que forcément, il faut être factuel pour travailler à Tunis alors que la personne, elle est de Gabès. Forcément, elle devrait payer un logement, donc, ce qui lui permet une certaine flexibilité tout en ayant accès à un emploi qui est propice et qui lui permettra de mieux gérer sa carrière. Alors, j'ai encore une question, c'est quelle est pour toi la plus grosse difficulté que tu rencontres dans ton processus de recrutement? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir dans le processus de recrutement? Qu'est-ce qui te gêne le plus? Alors, en fait, c'est une problématique générale dans le domaine de l'IT et digital. C'est tout ce qui est compétitivité, en fait. Principalement, en fait, on sait très bien que les ingénieurs sont chassés à la fois par les plus grosses ESN du marché, mais également chassés de l'Europe. Donc, et pour moi, en fait, avoir accès à des profils qui ont une certaine seniorité, qui, bien sûr, des talents, forcément qu'il y a de la concurrence derrière. Donc, et cette concurrence-là, tout le monde fait face, qui va un petit peu nous limiter par rapport au délai de recrutement, le délai de sourcing. Typiquement, je peux avoir un besoin de 3 à 4 développeurs Java, mais je pourrais pas pourrais pas les trouver facilement parce que, ils sont chassés par les ESN et d'un autre côté par des boîtes européennes. Donc ça, c'est vraiment la plus grosse difficulté que je rencontre au quotidien. Et surtout, d'un autre côté, il y a certainement des difficultés qui sont moins conséquentes, comme le fait de libérer son agenda et puis par la suite, le candidat ne se présente pas sans envoyer un mail, sans appeler. Et ça, je pense que c'est un gros axe d'amélioration. Ça arrive souvent, ça arrive souvent? Oui. Ouais. Quoi, 1 sur 4, 1 sur 4, 1 sur 10, 1 sur 20? Disons 1 sur 4. 1 sur 4. 1 sur 4, ouais, 1 sur 4 ou un candidat qui ne se présente pas, certains. Mais il y en a ceux qui sont un peu plus professionnels, où ils envoient un mail, où ils appellent pour décaler le rendez-vous ou bien de le reporter à une date ultérieure.
Ok, donc le principal problème pour vous, c'est le manque de candidats, en fait. Le fait Oui, qu'il y a pas tellement de monde que ça sur le marché. exactement. En fait, c'est un, disons, c'est un cercle vicieux. Tant qu'il y a de la demande, une forte demande, il n'y a pas beaucoup d'offres, forcément, il y a plus de concurrence. Et surtout que là, la demande, elle est pas à l'échelle nationale, seulement à l'échelle nationale, mais elle est à l'échelle internationale. Il y a même en fait des sociétés marocaines aujourd'hui qui viennent sourcer des talents de Tunis pour les outsourcer au Maroc. Donc, du coup, au-delà de l'Europe, on est plus en concurrence avec des sociétés marocaines, quoi. Mais pourtant, moi, j'ai constaté qu'il y avait quand même pas mal de candidats IT, hein, quand même, Mm. dans les bases que j'anime, etc. Oui, mais il y a toujours de la demande, bien entendu. On cherche des talents, on cherche des plus expérimentés, ceux qui ont, les personnes qui ont utilisé les dernières technologies. Et ces personnes-là, forcément, elles sont pas facilement accessibles, quoi. Ok. Et dans les 20 personnes que tu vas recruter, que tu prévois de recruter cette année, c'est quelle Mhm. proportion entre seniors et débutants? En fait, disons 30% de seniors, 30% de confirmés et 40% de juniors. D'accord. En fait, c'est très important dans toute démarche dans une entreprise de pouvoir capitaliser sur les seniors parce que c'est eux qui vont, disons, faire monter en compétence les personnes confirmées et les plus juniors. Et c'est ce qui va permettre aussi que par la suite, on peut recruter plus de PFE, recruter les stagiaires par la suite, c'est-à-dire suite au stage PFE, de pouvoir leur proposer un CDI, quoi. Ok, ben moi j'arrive à la fin de mes questions. Est-ce qu'il y a un point sur lequel tu voudrais attirer l'attention des candidats ou que tu souhaiterais soulever avant la fin de l'entretien? Oui, en fait, le point le plus important, c'est qu'aujourd'hui, certainement, il y a des besoins où il y a des besoins de profils seniors ou de confirmés, certes, mais je conseille plutôt les profils, les personnes qui sont aujourd'hui des ingénieurs qui sont en train de faire leurs études, de pouvoir en fait développer leurs compétences à travers des certifications, à travers la formation, choisir leur stage. Selon leur démarche ou leur plan de carrière. Il y en a ceux qui varient leur expérience du PHP, du Python et du Java. Certes, quand on est, quand on veut varier un petit peu les technologies, on n'arrive pas à maîtriser une parfaitement. Donc, il faut vraiment orienter leur stage de telle façon qu'ils arrivent à maîtriser un langage de programmation de prédilection qui va leur faciliter par la suite l'accès à l'emploi. Moi, en tant que recruteur, si je vois un candidat qui a varié un petit peu ses stages, bien entendu en fonction de technologie, je me dis, ben, où est-ce que je vais le mettre? Forcément qu'il ne maîtrise rien, il sait tout, mais finalement il ne maîtrise rien. Et donc, comment je peux décider où je vais, dans quelle case je devrais le mettre? Donc, il faut vraiment orienter ses stages durant le cursus universitaire par rapport à son plan de carrière. Ok. Ouais, moi, je trouvais aussi que le fait de faire trop de certifications sur les trucs en ligne, c'était pas bon. Que, au moins, en face de chaque certification, il faut avoir une expérience bien précise, approfondie, qui justifie qu'on a le savoir-faire correspondant à ce qu'on annonce côté certification. Ça suffit pas d'avoir suivi un cours sur Coursera pour dire que je sais
je sais Tout à développer fait. en Java ou en PHP, etc. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et contrairement d'un autre côté, probablement, ce n'est pas une réflexion partagée par plusieurs employeurs, ou bien recruteurs, mais moi je trouve que si un candidat qui a fait qui a fait des projets en freelance à côté, ça c'est une plus-value aussi qui n'est pas négligeable, parce que ça forcément, le fait de travailler en freelance, ça lui a permis de pouvoir approfondir son sens de la responsabilité, le volet communication pour pouvoir recenser le besoin du client, la partie délivrabilité, qualité. Donc, c'est une personne pour moi qui a su capitaliser sur son temps libre pour pouvoir monter en compétences. Donc ça aussi, c'est un point très, très important à mettre en valeur sur son CV. OK. Merci beaucoup, Harish, pour le temps que tu as bien voulu me consacrer. Et j'espère que ce sera très instructif pour les candidats et que tu vas avoir une pluie d'ingénieurs informatiques qui vont t'envoyer des CV. Merci. Effectivement, pour tous les postes qui sont ouverts actuellement, n'hésitez pas, si je devrais m'adresser aux candidats, n'hésitez pas à postuler, à envoyer votre candidature à maya.wislety@digital.com. C'est mon HRBP, elle sera très heureuse de recevoir vos CV et de pouvoir l'aider à retrouver les talents qu'elle cherche. J'encourage toute personne qui souhaite faire son projet de fin d'études autour de l'intelligence artificielle ou de la data science, du développement Python ou du développement Java, qu'elle puisse regarder notre page LinkedIn Digitar pour pouvoir trouver notre book PFE avec les sujets bien détaillés, les technologies pour chaque sujet. Un grand merci. Je mettrai tout ça avec la vidéo. Très bien. Les liens. Merci beaucoup, Harish. Sébastien, et à très bientôt, j'espère. Au revoir.